Je sais pas s'il aime les vacances sportives. Bonjour Michael Gessler. Bonjour Fabrice. Alors attends, moi j'essaie de me remettre. T'avais pas plus de cheveux avant? Non, je suis taquin. C'est parce qu'en fait, comme ça. C'est en fait, on est la génération casquette. C'est en fait, j'essaie d'expliquer aux gens pourquoi je porte une casquette. Je porte une casquette parce que pour travailler, pour le casque, ça me gêne moins de l'avoir tout le temps. Toi, c'est pour le soleil, non? Oui, puis c'est une habitude aussi. C'est une habitude. Ah bah c'est du beau. Merci d'être là, de nous rejoindre sur le plateau, parce que nous sommes très honorés. Faut le savoir, nous adorons tes images, et on va pouvoir en reparler après tranquillement. Nous adorons tes images, nous adorons le travail que vous faites, non seulement sur le tour, hein, mais il n'y a pas que. Tu vas nous raconter tout ça, parce que ça fait rêver, mine de rien. On aimerait tous pouvoir le faire, et tu vas nous dire un peu si on peut tous le faire, parce que on se connaît depuis quelques années maintenant. On a vu l'évolution des drones, de la taille. Déjà, ceux qu'on venait filmer à l'époque étaient énormes. Là, maintenant, tu vas pouvoir nous montrer, ils ont sacrément évolué. Il y a toujours des petits rêves chez les touristes que tout le monde ait quand il part en vacances, c'est d'avoir son petit drone, faire ses images. On va en parler également, mais alors, j'avoue que j'étais content que tu me dises j'ai des belles images. Effectivement, je les ai regardées, elles sont juste magnifiques. Et on va prendre le temps. C'est pour ça que je te fais traîner un petit peu. Hein. Ça s'appelle le teaser, c'est pour allécher. On a déjà montré tout à l'heure quand tu avais envoyé d'ailleurs, on va le repasser. Ce petit passage quand tu étais donc à Florence, parce que tu vas nous expliquer quand même qui sont ces personnages qui sont avec toi. Alors bouge pas. Hop, on va relancer la séquence. Hop là. Alors on est à Florence, on est en train de tourner pour France TV Sport et le Tour de France. On a quasiment terminé le tournage. Le pont Vecchio qui est derrière nous et la cathédrale qui est superbe. Donc on a eu toutes les autorisations grâce à Mister David d'Arezzo. Et on a notre pilote FPV qui est là et je pense qu'on a fait des belles choses. Qu'est-ce que t'en penses? Penso che in italiano, siamo qui a girare con Michael, il nostro amico collega dalla Francia, da Parigi, per fare dei beauty shot, delle immagini per il Tour de France. E abbiamo girato tutto il centro della città e fatto delle bellissime immagini che spero vi piacciono da rivedere in diretta insieme al Tour de France. Je suis ici avec Michael, Yeah. mon ami, je parle un petit peu de français. Et Michael, un professionniste et une amie. Surtout. Et mon ami. Et maintenant on prend la direction de Rimini. On va filmer Rimini et Bologne. Donc c'est parti, on y va. Alors je disais tout à l'heure quand on a passé ces images, là c'est obligatoire, on part pas tout seul filmer des drones quand on a un métier comme le tien. Non, c'est une séquence qui me fait sourire parce que ça me rappelle de très bons souvenirs avec David et Julian qui étaient mes pilotes en fait en Italie. Non, on peut pas filmer tout seul, notamment quand on est à l'étranger et surtout en Italie et notamment en Espagne l'année dernière pour le Tour de France parce que la législation dans les pays européens comme ça sont pas les mêmes qu'en France. Ça veut dire que moi je ne peux pas piloter en fait mon drone en fait à Florence, à Rimini, mais je peux avoir un pilote avec moi avec une licence italienne qui fait ce que je lui demande de faire par rapport à ce que France Télévisions et Anthony Forestier, le réalisateur, m'a demandé. Donc voilà. Après, la vidéo qu'on vient de voir en fait avec David, c'est plus qu'un collègue, c'est un ami parce qu'à chaque fois que je vais tourner en Italie, je fais appel à lui et c'est quelqu'un de très sérieux, qui a une notion de l'image et qui s'occupait de toutes les autorisations. Et en Italie, en fait, c'est plus compliqué même qu'en France parce que chaque endroit qu'on doit filmer, il faut remplir des dossiers de 15 pages. Donc on a dû passer, je crois, une quinzaine de jours, 3 semaines à faire les demandes pour toutes les villes d'Italie qu'on a fait pour France TV et le Tour de France. Donc c'était un gros travail de préparation avant d'aller là-bas. Et ensuite, on a eu une autorisation sur quelques jours. Alors on a croisé les doigts pour pouvoir, pour avoir une météo favorable. Heureusement, le dieu soleil était avec nous, donc on a réussi à avoir une belle météo et on a réussi à faire des belles images pour le grand départ, notamment à Florence, qui était important pour Anthony Forestier. Là, on voyait, donc le pilote était italien. Le pilote était italien. J'avais 2 pilotes. J'avais David qui était avec moi et Julian qui était le pilote FPV. Ce qu'on voulait vraiment faire des images en racer, en fait, donner de la vitesse. Et Anthony, c'est vrai que dès le départ, quand on a préparé les tournages patrimoine, il m'a tout de suite dit j'aimerais beaucoup avoir un plan de racer qui part de très haut, de très loin et qui passe sous le pont Vecchio. Alors j'ai dit oui, techniquement il n'y aura pas de souci. Après c'est au niveau législatif.
on va voir ce qu'on peut faire. Et en fait, on est autorisé. Alors, ce qui est drôle, c'est que d'une ville à l'autre, en fait, en Italie, à Florence, on pouvait faire pas ce qu'on voulait, mais on était quand même assez libre. Alors qu'à Turin, c'était très limité, alors qu'à Rimini, ça allait à peu près. Et à Bologne, c'était freestyle. En gros, on faisait ce qu'on voulait. Donc, d'une ville à une autre, en fait, ça a changé beaucoup. À Turin, on a dû même faire voler un drone de moins de 250 grammes, ce qui est la loi européenne. Sinon, il aurait fallu qu'on bloque toutes les rues, les routes, les piétons, etc. Ce qui était ingérable et ce qu'on n'aurait pas pu faire. Alors, il est 14h45, comme tous les jours, c'est la promesse de produit. Chez nous, c'est vous ne ratez rien de la course, et ben on ne rate rien de la course. Radio Sport. Alors Justin, est-ce qu'on a eu droit un petit peu de quelque chose à part une musette distribuée ? Oui, ça s'est un petit peu agité au sein du peloton. On a vu 3 coureurs qui se sont parlé, qui se sont dit bon allez, on va à l'avant, on part devant. Et donc du coup, ça s'est un petit peu agité. Alors on retrouve donc à l'avant Kobe Goossens pour l'Intermarché Wanty et Harm Van Hoek de la Lotto Destiny. Ils étaient accompagnés par un autre coureur de la Lotto Destiny, Maxime Van Trils, mais qui s'est relevé. Et derrière, ça a relancé avec le duo francophone, j'allais dire mais Valentin Madouas, le français de la Groupama FDJ, et Kevin Geniet, le luxembourgeois de la même équipe. Et du coup, Maxime Van Trils était avec ce duo qui pointe à 30 secondes des 2 hommes de tête, et le peloton lui a laissé filer. On se rapproche donc du sprint intermédiaire au kilomètre 57 à Romorantin-Lantenay, et le peloton est à 1 minute 16 des 2 hommes de tête, 26 secondes de retard pour le trio donc sur le duo belge à l'avant. Il reste 133 km à parcourir, et donc la moyenne qui est un petit peu augmentée. On se rapproche des 40 km/h de moyenne. Le peloton est emmené donc par les équipes qui ne sont pas représentées à l'avant, les équipes de sprinters, donc la Jayco Alula pour Dylan Groenewegen et la Alpecin de Koenig pour Jasper Philipsen. Alors je suis en train de regarder moi pendant ce temps-là. Ça va bouger quand là ? Eh bien, on se rapproche là, le peloton est passé à moins de 5 km du sprint intermédiaire. Donc, les hommes de tête vont y arriver dans 3 km. Et après, le peloton se fera le sprint pour justement les points qui resteront. Et donc, voilà, 30 secondes de retard pour le trio Geniets, Van Gils, Madouas sur le duo Goossens et Harm Van Hoek à 133 km de l'arrivée. Ça a de la gueule, pendant ce temps-là, je suis en train de montrer les images, mais on va les revoir après, je vous rassure. Grâce à Michael Gisler et ses équipes. Michael, là, je remettrai les images en grand tout à l'heure. Pour faire ces images-là, tu es venu avec certains drones. Fini les très gros drones où il fallait des hélicoptères quasiment, ou on fait pas le même boulot ? Non, nous, quand on a commencé il y a 15 ans, en fait, on avait des drones qui pesaient presque 10 kilos. Aujourd'hui, on les utilise quasiment plus, sauf sur des productions type clip vidéo ou long métrage. Après, sur le Tour de France, on avait commencé, moi c'est ma 14e année pour France TV, le Tour de France. On avait commencé avec des drones qui pesaient aussi 10 kilos. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, on a des drones comme celui-ci qui est tout petit. Ça, c'est un petit drone FPV, c'est l'Avata 2 de DJI, qui est très maniable et que se pilote très facilement. Et après, on a d'autres drones comme celui-ci qui est le Mavic 3 Pro. Alors on en a plusieurs forcément qui peuvent voler jusqu'à 40 minutes à peu près. Donc voilà. Mais par contre, ça reste des drones qui sont enregistrés à la DGAC. On a des numéros d'UAS sur chaque drone, donc chaque déclaration, etc. Mais pour répondre à ta question, Fabrice, c'est vrai qu'aujourd'hui les gros drones, on en a chez nous, mais ils volent beaucoup moins qu'auparavant. Ouais. On va les garder pour de la publicité, pour du cinéma, pour d'autres objectifs, ou même ça a changé ? Non, ça n'a pas changé. Là, on a tourné un clip avec, pour Aya Nakamura. En fait, on a dû prendre un très gros drone et mettre une caméra de cinéma dessus. On avait un drone qui faisait 12 kilos. Oui. Donc là, on peut pas tourner avec ce type de drone-là parce que la qualité d'image n'est pas suffisante. Après, là, on vient de faire une fiction aussi pour TF1 il y a pas longtemps. Donc, on avait un drone Inspire 3. Donc, lui, qui est beaucoup plus important aussi et qui n'a pas la même qualité en fait d'image que ces drones-là. La différence qu'il y a entre les gros et les petits, c'est simplement qu'ils peuvent porter des caméras plus importantes, plus performantes. Donc c'est la différence. Après, ce drone-là, moi je peux tourner en 4K 50 images secondes avec un D-Log, ou même en... Tu prends des mots sorciers là, je peux tourner avec des... Alors c'est quoi le 4K machin bidule Vlog? C'est quoi ça? Le D-Log nous permet en fait de retravailler les images en post-production, notamment les couleurs, les contrastes, la colorimétrie, etc. Ça on l'avait pas avant.
Si on l'avait sur des caméras professionnelles qui demandaient un drone assez important pour pouvoir le porter dans les airs. Aujourd'hui, en fait, tout est miniaturisé, comme celui-ci. Pour moi, ça, c'est encore une vraie révolution de DJI, parce que c'est un petit drone que j'ai envoyé dans les canyons pour le Tour de France. Il est passé dans des rochers vraiment très, très petits, entre les branches et tout, et il nous permet de faire des images vraiment très originales. Et en fait, l'intérêt de ce drone-là, c'est vraiment qu'il va nous permettre de faire des images dont on rêve, en fait. C'est le drone, nous, quand il vole, on le voit plus, on s'en fiche. Moi, l'idée de ces drones-là, c'est qu'ils emmènent ma caméra et qu'ils me permettent de montrer des choses que seuls ces outils-là de prise de vue peuvent filmer. Alors comment ça se déroule ? Tu as une liste de lieux à filmer, tu fais un repérage, tu prends des notes, parce que ces images-là, ok, t'envoies le drone, mais ça obtient ce que tu veux voir. En fait, déjà, c'est Anthony Forestier, France Télévisions, qui m'envoie la liste assez tôt, au mois de mars à peu près. On commence à travailler. Oui, c'est bien en avance, ouais. Et donc, il m'envoie cette liste-là. On commence à travailler dessus, notamment sur les autorisations, on regarde un petit peu les lieux, etc. Et une fois que j'ai ma liste, cette année, j'ai fait une 50aine de sites patrimoine. Donc, il peut y avoir à peu près 3 ou 4 sites de patrimoine sur une étape sportive. Et en fait, en fonction de tout ça, donc moi, après, je prépare mes tournages. Sur le terrain, bien entendu, si je vois que quelque chose n'est pas bien, ou s'il y a beaucoup d'échafaudage, ou que si c'est pas vraiment intéressant à filmer, j'en parle à Anthony, on l'annule, on le remplace, on fait autre chose. En tout cas, moi, j'ai carte blanche sur les sites. On me dit pas comment il faut que je filme les sites. C'est pas un débutant non plus. Non, mais ils me font confiance depuis des années maintenant, donc c'est vrai. Et même en l'occurrence, cette année, j'étais sur une étape patrimoine et je suis passé près d'un petit village fortifié qui était magnifique. J'ai appelé Anthony pour lui demander si ça l'intéressait et surtout si les coureurs passaient pas loin, parce que s'ils sont à 40 bornes... Ça n'a aucun intérêt. Et donc, il a validé. Donc, même ce que je vois, moi, sur le terrain, je peux lui proposer en fonction où se situe la course sportive. Alors là, on a parlé tout à l'heure de ce fameux pont à Florence. On va regarder les images cette fois-ci en grand, et tu vas pouvoir m'expliquer, on va regarder les images et on va pas expliquer par-dessus, c'est quoi les contraintes de ce genre de tournage ? Parce que là, hop, c'est parti. Comment on tourne ça ? Ça paraît facile en fait quand on regarde les images. Quelles images ? Celle-ci, là ? Celle que tu as devant toi, normalement. Ah, Florence, d'accord. Florence, en fait, comment on tourne ça ? Donc, ça va être, d'abord, on demande des autorisations de tournage auprès de la ville de Florence. Après, c'est la grande ville départ. Donc, ils sont tout à fait ouverts sur les vols de drones. Après, encore une fois, on fait pas n'importe quoi. Donc, dans l'idée, moi, ce que je voulais faire, c'est même pas passer en dessous. Je voulais passer au milieu du pont. Mais donc, on est allé le matin très tôt pour pas qu'il y ait de monde. Et en fait, il y avait personne, mais il n'y avait pas de soleil. Donc on n'a pas fait, parce que pour le coup, ça sortait pas du tout. Donc on y est retourné l'après-midi où le pont était bien exposé pour nous, et on n'est pas passé au milieu au-dessus des gens, on est passé en dessous du pont. Donc ça marche très bien quand même, mais pour avoir ce type d'autorisation-là, il faut qu'on ait une zone de décollage, déjà qui soit sécurisée, et puis après, on fait notre plan de vol, et on le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, on a dû le faire 4 fois, si je me trompe pas. Et voilà. Mais encore une fois, toutes les images que vous voyez derrière, c'est une grosse préparation et beaucoup de demandes d'autorisation de survol. Parce que dès qu'on décolle avec un petit drone comme celui-ci qui peut paraître comme un jouet, en fait, c'est comme un hélicoptère ou un avion. En fait, on dépend de la DGAC. Et bon, là, en l'occurrence, en Italie, c'était l'ENAC. Donc tous les vols doivent être déclarés et autorisés. On l'oublie, ça, pour ceux qui achètent ce genre de drone. Ils l'oublient ou ils font un peu exprès de l'oublier ? Je pense qu'ils l'oublient de moins en moins, parce que en fait, même des entreprises qui vendent des drones professionnels ou semi-professionnels, il y a une petite note qui rappelle la loi en fait à chaque fois. Donc je pense qu'aujourd'hui, même un amateur qui vole ne peut pas l'oublier, parce que c'est pas très compliqué. On va sur Géoportail, on peut voir les zones de vol, ce qu'on peut faire et pas faire. Les lois quand même. Elles sont très accessibles à tout le monde. Donc je pense que même l'amateur aujourd'hui peut se renseigner très facilement pour savoir ce qu'il peut faire et pas faire. Quand on regarde tes images là, donc là il y a du boulot de préparation avant, il y a le tournage. Combien de temps ça demande après ?
En fait, moi, je m'occupe de la post-production aussi des images. Ça veut dire que, par exemple, si on prend une journée type, j'ai ma journée de tournage qui peut commencer à 8h du matin et qui se termine à 19h, 20h, parce qu'il faut que je sois raccord lumière avec le direct aussi. Je peux pas tourner très tôt ou très tard. Ah oui. Le soir, quand je vais à l'hôtel, en fait, il y a plusieurs soirs où je me suis couché à 1h du matin pour faire la post-production. La post-production, c'est quoi? C'est en fait, je prends toutes les images natives, tous les rushs, et je fais une sélection, en fait, des plans, où je travaille un peu la colorimétrie, et je sélectionne pour France Télévisions les meilleurs plans. Ce qui me permet de ne pas avoir une tonne d'images et une perte de temps considérable sur place, au montage. Ouais. Voilà, donc moi, en plus, je connais mes images, donc ça veut dire que je sais quelles sont les meilleures. Donc voilà, un peu le travail. Et là, notamment sur le Tour de France 2024, on a eu à peu près 2 mois et demi de tournage, parce que, comme vous le savez, la météo était tellement incertaine que, en fait, j'ai beaucoup roulé. Là, le compteur du camion, il affiche 25 000 km. Donc, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Donc, en fait, on allait là où il y avait le soleil. Donc ça veut dire on pouvait faire 600 bornes, 700 bornes un soir pour aller rejoindre, en fait, une étape qui était possiblement sous le soleil le lendemain. Il y a des moments où tu dis, zut, là, on s'est raté. Non, avec toute modestie, là, je pense que c'est un bon cru. Le 2024, on a fait des belles images. On a réussi à faire ce qu'on voulait. Mais non, là, franchement, même l'Italie, j'étais très content de ce qu'on avait fait en Italie. Après, toujours un petit peu déçu du direct, parce que j'aimerais que ce soit beaucoup plus long. Voilà. On en voit plus. Oui, mais ça, c'est c'est autre chose. Oui. Depuis des années, c'est comme ça. Donc, mais donc, voilà. Du coup, ils commencent à avoir une banque d'images au drone France Télévisions Tour de France qui est juste énorme. Il y a un moyen d'accéder à ces images, ou c'est seulement pendant le Tour de France qu'elles sont diffusées? Alors, c'est pendant le Tour de France qu'elles sont diffusées. Après, je sais que les droits, c'est France Télévisions et ASO qui les ont. Après, je suis pas dans les petits papiers pour savoir comment on fait pour les avoir. Mais en tout cas, là, pour diffuser ces images aujourd'hui chez vous, j'ai dû demander une autorisation à France Télévisions, même si ce sont des images qui ont déjà été diffusées par France Télévisions. Voilà, on peut pas faire n'importe quoi avec ces images-là. Après, France Télévisions a les droits complets dessus avec ASO. Donc voilà, moi je sais que toutes les images patrimoine ont été vendues en fait à des chaînes étrangères pour illustrer en fait les étapes du Tour de France. Après, les droits, c'est France Télévisions qui gère tout ça. Moi, c'est mon client, j'ai un cahier des charges. Tu le respectes et tu respectes les règles qui sont données. Je respecte les règles depuis 14 ans et je les respecterai toujours. Là, on a vu des images dans les cavernes et autres. Ça change quoi pour le pilote? Mais ça change beaucoup de choses, parce que quand on est à l'extérieur, comme les images qu'on voit en ce moment, on a ce qu'on appelle du GPS, donc le drone il est facilement pilotable. Quand on est à l'intérieur, on n'a pas de GPS, donc ça veut dire qu'on vole on vole en manuel, quoi. Donc là, ça veut dire que c'est beaucoup plus tendu en termes de pilotage. Donc ça veut dire que voilà, c'est un peu plus compliqué. En plus, la difficulté, c'est que dans les lunettes qu'on a ici, même si on a une transmission HD, on a une très bonne transmission, mais quand il fait noir, on n'a pas de repère. Donc dans les grottes, en fait, c'est extrêmement compliqué. Alors on l'a fait parce qu'on voulait le faire. On n'a pas mis beaucoup d'images parce qu'en fait, la difficulté, c'est qu'on n'a pas beaucoup de perspectives. On ne sait pas si la grotte a fait 100 mètres ou si elle a fait 10 mètres de haut. Donc, on a privilégié en fait les caméras ENG, comme on les appelle. Donc, c'est des caméras qu'on a à la main, avec des gens qui marchaient pour avoir une échelle. Donc, la difficulté, après, quand on a des drones comme FPV qu'on met dans les gorges, entre les rochers, près de la rivière, etc., ça marche très, très bien. Donc là, vous n'avez pas toutes les images parce que là, il y a des étapes qui arrivent qui sont superbes. Vraiment, on a mis les drones FPV dans les gorges, que vous verrez sur les prochaines étapes. Je crois que jeudi, notamment, il y a l'étape gouffre de Padirac. On a pris un drone FPV, on est au-dessus et on plonge dans le gouffre. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc on a plein de types d'images comme ça qui vont venir sur les prochaines étapes. Mais ça, tous les ans, nous, à chaque fois, on essaye de savoir quelles sont les images tournées au drone ou à l'hélicoptère, parce que suivant la météo, on n'y voit que du feu, en fait. Si c'est raccord... On y voit que du feu. Nous, en fait, à chaque fois, on essaie de faire une différence, parce qu'encore une fois, et ça, je le répète à chaque fois, nous, on est complémentaires aux hélicos. On remplace personne, ni la moto, ni l'hélicoptère. On fait des choses différentes. Et moi, mon cahier des charges à moi aussi, c'est 1, d'avoir du soleil, et de 2, de faire des images drone.
Ça veut dire d'être bas en altitude, ça veut dire de pouvoir rentrer par une fenêtre dans un musée, ça veut dire pouvoir aller dans un canyon et pénétrer à l'intérieur. Voilà, c'est parce que je sais qu'Anthony, lui, il va mettre peut-être un hélico très large au début avant de mettre le drone, et c'est là où on est complémentaires en fait. Donc voilà, après moi, forcément, je fais des images entre guillemets hélico parce que je suis sur le terrain, donc je les fais, elles existent. Après, Anthony, il a le choix de les mettre ou de pas les mettre. En tout cas, nous, on a vraiment notre objectif, c'est de faire des images drone. Et en fait, on est engagé pour ça. Bon, en tout cas, joli boulot. On va faire le point course, mais après, tu vas nous expliquer, est-ce que tu fais pas que le Tour de France? Bah non, ça serait trop facile, t'aurais que 2 mois de boulot. Donc, attends, quand même, hein. Non mais attends, il n'y a pas que l'été, hein. Faut pas rigoler avec ça. Monsieur. Radio Sport. On reprend, nous, le carnet du jour. Alors, voyons voir où j'en suis. Sur une étape, comment dirais-je? Alors, t'as pas de bol sur tes images de drone aujourd'hui, parce qu'il fait pas beau, hein, Michael. S'il y en a aujourd'hui, elles vont être beaucoup plus jolies. Ou alors, il faut que ce soit des images d'intérieur. Ça peut valoir le coup. Sinon, ça va pas le faire. C'est tout plat aujourd'hui, hein. On regarde encore la carte du profil. Voilà, hein. Oui, exactement, tout plat. C'est histoire de dire, hein. Oui, c'est ça. Il en faut. Hein. On le disait, on peut pas tout le temps mettre des étapes de plus de 3000 mètres de dénivelé positif avec 3 cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc il faut forcément des étapes un peu toutes plates. En tout cas, on a un petit mot de notre équipe sur les routes qui nous suit. Parce que, Michael, si tu ne connais pas encore le dispositif de Radio Sport cette année, nous avons 3 petits Tintin reporters, Christophe Paco, Thomas Vergouven et Jérôme Armand dans la voiture Radio Sport blanche, elle claque. Je peux vous dire que vous ne pouvez pas la rater. Ceux qui disent qu'ils ne l'ont pas vu, c'est que franchement, ils faisaient autre chose. Peut-être, remarque, ils faisaient peut-être le casse-croûte à ce moment-là. Et on vient d'avoir un petit mot de Thomas Vergouven. Il dit super sujet, au fait, les drones, voilà, avec un smiley. Donc voilà, Thomas, qui est un nouveau fan maintenant, Michael. Michael, je le disais juste avant qu'on fasse le point, tu ne fais pas que le Tour de France, parce que là, le Tour de France, là on est sur nous dans la course, donc on en profite parce qu'on a vu tes images et qu'on les trouve toujours magnifiques et que ça permet de voir ce que. Moi je veux une info quand même sur la fin du Tour, hein. Je suis sûr qu'il y a une info que tu peux nous lâcher comme ça, je suis sûr. Tu te retiens, mais je suis sûr. On va voir ça après, mais tu fais pas que du vélo. Non, on a beaucoup d'activités. Ben là, justement, j'ai eu l'occasion de venir vous rendre visite au studio parce qu'on est en train de tourner tous les sites olympiques en fait sur Paris et périphérie pour France TV Sport. Donc notre travail, c'est de mettre en valeur en fait le patrimoine parisien, mais aussi tous les sites olympiques. Donc alors la même chose, c'est un énorme travail de préparation. Tu m'étonnes. Heureusement, on a Paris 2024 qui est avec nous, qui nous donne tous les feux verts, on est badgé, etc. Donc on peut avoir accès au site. On a France Télévisions, on a aussi la mairie de Paris. La mairie de Paris, on travaille avec eux en coordination. Donc, j'étais en réunion avec eux ce matin à 11h. Donc là, ça va parce qu'on a vraiment, on a des bons appuis, on a tous les feux verts. Donc voilà. Donc là, on travaille dessus en ce moment. Le 20, je descends à Nice pour l'arrivée. Pour le direct le 21. Donc voilà, et je remonte à Paris le 22 après pour finir les tournages pour les Jeux Olympiques. Et puis entre-temps, le 13 et 14, on est aussi sur l'opération du feu d'artifice à la Tour Eiffel avec 3 équipes drones, parce que je travaille beaucoup avec Groupe F qui s'occupe de tous les feux d'artifice et ils font voler aussi des centaines, voire des milliers de drones en l'air. Donc voilà, beaucoup d'activités. Et puis on prépare aussi en ce moment Ironman, le championnat du monde d'Ironman à Nice au mois de septembre et à Hawaï au mois d'octobre. Ça va, tranquille. Oui, c'est du travail, mais attention, c'est plaisant. Loin de moi le fait de dire que c'est pas du boulot. J'y vais. Les sujets sont sympas. Non, après les sujets sont très sympas. Après, oui, il faut quand même ramener, des belles images. Le Ironman, en fait, c'est en direct. Hein. Donc on est en direct avec les hélicos, les motos, etc. Donc c'est une super expérience. Là, c'est pour ASO pour le coup. Et c'est une très belle expérience qui me renouvelle depuis 5 ans maintenant. Donc on est très content. Donc c'est vrai que là, il y a un planning qui est extrêmement chargé. Mais voilà, ça fait 3 mois qu'on tourne non-stop. J'ai plusieurs équipes parce que je ne peux pas tout faire tout seul. Et donc, oui, on est très content parce que c'est une très bonne année. Oui.
Comment on vous retrouve si on veut faire du tournage drone de qualité avec ce type de projet? On se retrouve comment, monsieur, sur Internet avec un 06 ou on fait, comment ça marche maintenant? Ben, comment ça marche? Moi, j'ai pas mal de pilotes qui m'écrivent pour travailler avec moi. Ils me trouvent sur YouTube. Là, on est en train de monter un nouveau site Internet, tout nouveau. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore en ligne. Mais après, les gens qui me cherchent sur les réseaux sociaux, ils me trouvent facilement. Ils trouvent comment? C'est quoi ton blaze? En tapant Michael Gisler sur YouTube et même sur Google, vous avez tout. Hein. Si on fait Google est mon ami, Gisler, c'est J-E, non, G-I. G-I-2-S-E-L-E-R-E, donc Michael, je vais te submerger de coups de téléphone. Personnellement, ça me rassurerait, moi, plutôt que toi, de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui adorent et qui t'appelleraient pour faire du tournage, peut-être des CV d'ailleurs. C'est compliqué, alors, on parlait de la législation qui a évolué. Aujourd'hui, avoir des très bons pilotes, c'est compliqué. Des très bons pilotes, c'est pas compliqué. C'est facile de trouver un pilote de drone. Ce qui est compliqué, c'est de trouver quelqu'un qui va avoir un sens de l'image. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui va savoir cadrer de manière très symétrique, d'aller chercher une lumière avec un flair par rapport au soleil, comment on se positionne. Hier, on a tourné hier à Versailles pour France TV Sport et pour Paris 2024, en fait. Et en fait, j'avais un pilote qui était avec moi. Moi, j'ai piloté, on était à deux. Et en fait, il a essayé un contre-jour sur la fontaine Apollon. Et en fait, c'était magnifique. Et en fait, ce feeling qu'il a eu, en fait, ça ne s'apprend pas. On peut apprendre à piloter un drone, on n'apprend pas la façon dont on va filmer quelque chose. L'instinct et l'esthétique, on n'apprend pas. La sensibilité qu'on va avoir par rapport à un site, quel choix on va faire, quelle optique on va mettre, quelle altitude, quelle position. Et tout ça, en fait, détermine pour moi un bon pilote et un mauvais. Après, c'est pas être bon pilote ou mauvais pilote. Simplement, des drones comme ça, moi, tout ce que je vois, c'est la caméra qui est dessus. Le reste m'importe peu, en fait. Mais moi, ce que je veux, c'est que cette machine-là va m'amener des images que je ne peux pas avoir autrement. Donc après, pour moi, un bon pilote, c'est pas quelqu'un qui va faire du freestyle, qui va tourner dans tous les sens. Nous, on fait du cinématique, on fait de la télé. Donc, quand on fait de la télé, on n'a pas envie de faire vomir les gens. Notamment sur le Tour de France, c'est ce qu'Anthony m'a dit à plusieurs reprises. Mais moi, c'est pas ma façon de filmer non plus. Donc, l'idée, c'est de montrer les choses. Et alors, ça peut paraître simple pour un pilote, mais c'est ce que nos clients demandent et c'est notre façon de travailler aussi. Donc des pilotes qui étaient un peu casse-cou, un peu freestyle, j'en ai eu, mais je ne les ai pas gardés longtemps parce que c'était pas la demande en fait. Quel est cette année le tournage que tu as le plus kiffé ou il n'est pas encore arrivé? J'espère qu'il n'est pas encore arrivé, mais en tout cas, je sais que sur le Tour de France, en fait, les étapes Italie m'ont beaucoup plu. En fait, je connaissais un peu l'Italie, mais je ne connaissais pas aussi bien que ça. Et là, j'étais très bien accueilli par tout le monde, aussi bien à Rimini, à Turin, à Florence, à Bologne. Et franchement, j'ai découvert un pays, j'ai découvert des gens, et j'ai trouvé ça super. Après, en termes de tournage, pendant ces 2 mois de tournage pour France TV Sport sur le Tour de France, j'y pensais tout à l'heure en venant, en fait, c'est passé tellement vite parce qu'on est dans une logique de travail. On court après le soleil, on court après les images et c'est le seul objectif. Et donc, ça va très très vite en fait. Donc moi j'ai dépassé, parfois, il y a un soir où je me rappelle, j'ai passé 2 cols, où j'ai mis 5 heures à passer 2 cols entre, je crois que c'était... Isola 2000 et Valoir. Il y avait de la neige, non? J'ai mis 5 heures à traverser les 2 montagnes. Alors, c'était magique. Je suis arrivé à 23 heures à l'hôtel. Et en fait, on est dans une optique. On est comme sur un vélo, en fait. Hein. On y va, on fonce. Et en fait, j'ai pas vu ces 2 mois passer. Après, le meilleur tournage que j'ai eu, encore une fois, ils sont tous très différents et ils sont superbes. Hier, à Versailles, à 19h, on a une lumière incroyable. C'était un moment magique. Sur le Tour de France, quand j'ai envoyé ce drone-là dans les gorges, c'était magnifique aussi. Donc, chaque tournage est différent et apporte une adrénaline différente aussi. Ça va pas être facile de faire le best-of 2024, hein? Ça va être compliqué, mais de toute façon, quand je commence à faire la rétrospective de l'année, en fait, je sais que j'en ai pour 2 semaines déjà à sélectionner les plans. Mais bon, pour l'instant, on va d'abord finir tous nos tournages, parce qu'il y a encore pas mal de travail. Et puis on verra ça en fin d'année. Bon, alors maintenant, parlons sérieusement. Tu vas nous la donner, l'info, alors? Tu tournes en live ou pas sur les dernières étapes du Tour? Je pars le 20 à Nice pour le direct du 21. On devrait faire un direct.
Avec quoi? En tout cas, c'est en pleine préparation. Je peux pas trop en parler parce que voilà, mais voilà, vous avez vu ce qu'on a fait sur le Paris-Nice. Bah oui, c'est pour ça que je pose la question en fait, si tu veux, parce que moi j'ai vu un repérage en grandeur réelle en fait, grandeur nature, un test complet, et je me dis que ça peut être le moment quoi. Ben, c'est le moment, c'est sûr, c'est le moment. Mais bon, après, voilà, en tout cas, on y sera. On y sera et on est en train de préparer tout ça avec Anthony Forestier, France Télévisions et ASO. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que l'expérience qu'on a eue sur le Paris-Nice était très positive. On était très contents. Après, il faut encore améliorer le système. Il faut améliorer le système pour plein de choses, au niveau sécurité, au niveau législatif, au niveau image. Donc, et ça va encore évoluer, je pense, même après le Tour de France, ça va encore évoluer. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre et de partager avec nous cette passion de l'image, de la belle image, parce qu'en fait ce qui en ressort, c'est que ce soit un jouet ou pas un jouet, petit ou grand, c'est l'image qui en reste, qui est ton moteur en fait. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que ça peut paraître comme des jouets, mais ce ne sont pas des jouets. Bon, celui-ci, il peut faire très mal s'il tombe. Ah non mais voilà, donc il faut faire ça tombe de 100 mètres, ça peut même tuer quelqu'un, donc il faut faire très attention. Donc nous, voilà, on essaie à la fois de faire des images parce que c'est notre travail, et à la fois d'être le plus sécuritaire possible. Voilà, mais ce ne sont pas des jouets, même si effectivement on peut les acheter à la Fnac, mais on les fait pas voler comme ça. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, vous, un petit clin d'œil sur la route du Tour, mais ils ont une météo mitigée. Hein, aujourd'hui, Justin, Mickaël, la météo, c'est ton ennemi, toi, sur les drones? Ben moi, mon ami, c'est le soleil. Donc, c'est vrai que là, sur l'étape Orléans-Saint-Amand-Montrond, en fait, parce qu'on a fait tous les teasings, en fait, des villes d'arrivée. Et Saint-Amand-Montrond, vous allez peut-être dû le voir, ou vous allez le voir prochainement sur France Télévisions. En fait, tout est sous le soleil. L'abbaye de Noirlac est sous le soleil. Tout est sous le soleil. Moi, c'est mon cahier des charges, donc j'ai tout fait sous le soleil. Même, vous l'avez compris, j'ai cavalé. Mais en fait, voilà, c'est l'idée, en fait, Après, c'est que pendant le direct, s'il fait pas beau, c'est pas grave. Franck Ferrand peut en parler de temps en temps. Oui. Il peut le dire, c'est vraiment la météo est très différente, mais oui, après moi mon ami c'est le soleil. J'ai pas d'ennemis, enfin peut-être quelques-uns quand même, mais en tout cas le plus important pour nous c'est d'avoir respecté le cahier des charges qui est propre à moi. C'est on veut du beau, on veut du très beau, et on a réussi à remplir le contrat cette année, oui.